be the reason why we laugh, the reason why we cry, the reason why we live, the reason why we die. Don't let me away, no way. The world of my head, not in my head. No way, only man in my eye, and the You are so beautiful. I know you are so beautiful. I know you are so beautiful. I know you are so beautiful. Oh, s'il te plaît, ne quitte jamais, jamais de l'eau. Make the world to you. I don't go ever let you down, no. And everybody thinks about you. You are so beautiful. And you are so beautiful. And you are so beautiful. And you are everybody thinks about you. You are so beautiful. Alpha Beta Records. Salatiel on the beat. I go do anything for you. Hey, my baby, no cry, oh. Baby, now you be my titular. Do it. Now for you, I go cut my dada. Baby, oh, I know say now better no day. But everything I go share. Now only you I go commode. I go tackle, we no go fire. Call me anytime I go day. Bad fashion I go throw it. I go pamper you, you no go play. We go deliver. Hey. It go better, shushu oh, it go better, cuckoo oh, it go better, mama oh, it go better, my baby oh, it go better, nuru oh.
Chérie Coco. If anybody may not say you do, I go sample them, not for line. I go fire them, honey, do. Just with your love, girl, I don't belly fool. To every other girl, I pray fool. You did make me dance at la cool. It be like you used to do, huh? I know say now, but I know it. But everything I go share it. Now only you I go come on. I go tackle, we no go fire. Call me anywhere, I must get it. Bad fashion, I go throw it. I go pamper you, you no go blow it. We go deliver, eh. Do oh, it go better. Shushu oh, it go better. Cuckoo oh, it go better. Mama oh, it go better. My baby oh, it go better. Lulu oh, it go better. Nyango eh, it go better. Chérie Coco. Alpha Beta Records. I go make you my wife, the mother of my child. I go love you for life. Now for you I go die. Moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, baby. I love you, miss you. Dear followers, dear viewers, good afternoon. Président Christian Penda Ikoka, bonjour. Salam alaikum. Walaikum salam. Alhamdoulilah. C'est sur une note d'amour que nous allons commencer ce talk. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous avez passé votre semaine. Très bien, très bien. Je crois qu'on est, la plupart du temps, on apprend les nouvelles les uns des autres. Je crois que c'est plutôt une excellente semaine. On pense aux Camerounais, on pense à tous nos frères et sœurs de la diaspora, on pense aux Camerounais qui sont confrontés chaque jour, n'est-ce pas, aux affres de la situation du Cameroun, parce que le Cameroun est dans un état de morbidité extraordinaire et comme vous le savez, c'est un pays à l'abandon où les gens sont obligés de se battre au quotidien. Et nous savons que c'est pour ces gens qu'on se bat. Et on se bat pour les générations de demain. Vous savez, quand je réfléchis plus pour moi, je réfléchis au-delà de moi-même. Donc, quand on cherche des solutions, c'est des solutions qui vont nous survivre. Parce que c'est des solutions qui doivent, une fois pour toutes, résoudre les problèmes du Cameroun pour les générations futures. Je tiens à le préciser, c'est très important. Président, nous allons, dans notre édition de ce 10 avril 2021, évoquer des questions brûlantes d'actualité. Je crois que nos viewers les ont vues sur le flyers que nous avons passé. Elles se rapporteront, ces questions, à la disparition du cardinal Christian Toumi, à la dette de l'État du Cameroun, à la crise de la filière avicole, à la Covid-19, Oui. et bien évidemment à la question de la modification du code électoral. Okay. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une actualité, il y a un sujet que je voudrais quand même que vous évoquiez rapidement. Il se rapporte à une date, 6 avril 1984, à un anniversaire. 6 avril 2021, ça fait 37 ans que le Cameroun a connu un push manqué qui avait été mené par ce qu'on avait appelé à l'époque le mouvement JOSE. 37 années plus tard, Président, quel est le regard que vous portez sur cet événement, sur ces motivations, les motivations données par les auteurs désignés et sur le Cameroun qui en a résulté après? Écoutez, d'après les sujets que vous avez évoqués, vous allez vous rendre compte que, en fait, ça a été une occasion pour le pouvoir en place, n'est-ce pas, de consolider
un pouvoir en fait totalitaire qu'il était déjà du temps d'Aïdjo. Mais vous allez voir que ça a été le prétexte presque accepté de tout le monde pour donc le renforcement d'un pouvoir personnel et d'un pouvoir totalitaire. Alors qu'à cette occasion, l'occasion de ce putsch, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup d'injustices qui ont été commises. Par exemple, les exécutions extrajudiciaires et sommaires, n'est-ce pas, on est passé dessus. La conscience politique des Camerounais, elle n'est déjà pas terrible aujourd'hui, mais vous pouvez voir dans quel état elle était à ce moment-là. Donc il n'y a pas eu d'interpellation pour les exactions, pour les atrocités, les injustices qui ont été commises à cette occasion. Si la conscience politique collective des Camerounais avait été au niveau où on souhaiterait qu'elle soit, je crois qu'il y aurait eu des interpellations pour une commission vérité et justice, n'est-ce pas, pour qu'on soit, notre collectivité, notre pays, soit confronté à cette histoire, vous comprenez, pour qu'on puisse solder le passif de cet événement qui n'est pas encore soldé. Et tant que vous ne soldez pas, c'est comme ça la mémoire collective des gens, et tant que vous ne soldez pas le passif de cet événement, il continuera de traîner dans la mémoire collective. Voilà. Mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première actualité que nous allons commenter ensemble, Président, est relative au décès de Monseigneur Christian Toumi, le cardinal Christian Toumi. Vous avez, à l'annonce de ce décès, commis un tweet que je voudrais relire quand même pour nos followers. Vous dites « Adieu cardinal Christian Toumi, un prélat isolé et combattu au sein de sa propre église catholique locale, en proie à des forces maléfiques, infecté par le virus de la division et de la corruption, principaux marqueurs d'un leadership politique de conservatisme féodal, réfractaire à la modernité. Une église catholique locale très éloignée des préceptes christiques d'amour du prochain. Au final, une vie en manière de sacrifice et d'avertissement d'un théologien de la libération à tous les prélats épris de justice et de progrès des populations. Méfiez-vous du festin avec le malin. Enfin, si le grain ne meurt. Puisse ta mort être une source d'aggiornamento pour l'Église catholique locale à laquelle tu as consacré le meilleur de toi-même, sous le signe de l'encyclique de Populorum Progressio, repose en paix. C'est ce que vous avez dit dans votre tweet, Président. Absolument. Est-ce que vous pouvez... Volontiers. Oui. Vous savez, généralement à l'occasion de la mort, du décès, les gens évitent d'être confrontés aux vrais problèmes. Ils se perdent dans des éloges, n'est-ce pas, du défunt, que le cardinal méritait certainement. Mais il n'y a pas une analyse en profondeur de l'état d'esprit, en fait, dans lequel, moi, je pense que le cardinal est parti. Je crois que le cardinal est parti à ce vieil âge, meurtri par les combats qu'il avait essayé de mener au début de son cardinalat. Et quand je dis, je connais bien cette église, quand je dis isolé dans sa propre église, isolé et combattu dans sa propre église, je répète, j'insiste, catholique locale. Parce que la mission de l'église catholique romaine était, comme ça se dit, était de rassembler, c'est une église catholique universelle. Donc vous voyez, la philosophie aurait été que tout le monde se rassemble. Il y a une sorte d'unité, n'est-ce pas, de tous les Camerounais qui sont catholiques. Mais vous savez bien que tous les Camerounais qui sont catholiques au Cameroun ne sont pas réunis, ne sont pas unis. Vous savez même que la hiérarchie de l'église catholique, à travers les évêques, ne font pas preuve d'une unité extraordinaire. Au contraire, beaucoup d'événements nous ont donné l'occasion de voir que
la hiérarchie de l'Église catholique n'est pas unie. Si vous regardez le destin, par exemple, de Monseigneur Mosengo en RDC, Mosengo a été le président de la Conférence nationale souveraine. Vous voyez? Et Mobutu, qui était peut-être réputé autocrate, s'asseyait avec Mosengo pour discuter des problèmes de leur pays. Mobutu s'asseyait avec Monseigneur Mosengo en tant que frère, pays, compatriote, pour s'asseoir et discuter de leur pays. Je vous rappelle que jusqu'à présent, le cardinal Toumi est le seul cardinal que le Cameroun n'ait jamais eu. Je ne sais pas si vous avez une photo où vous voyez Biya en train de discuter fraternellement avec Monseigneur Toumi des problèmes de ce pays. Je dis bien le seul cardinal que le Cameroun ait eu jusqu'à présent. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les tentatives que le cardinal Toumi a essayé de prendre, c'est-à-dire que d'un angle progressiste, c'est-à-dire que je le voyais un peu comme un théologien de la libération, de la même veine que dont Elder Camara en Amérique latine, n'est-ce pas, ont plutôt essuyé une sorte de refus et même une sorte de marginalisation. Il s'agit là de votre premier cardinal. On aurait bien voulu voir une autre image. Mais quand vous voyez au sein même de l'Église catholique, vous voyez que les divisions, et je dis dans la hiérarchie de l'Église catholique, souvenez-vous, peut-être vous ne vous en souvenez pas, à la mort atroce dans des conditions étranges de Monseigneur Bala, n'est-ce pas, par noyade dans le fleuve de la Sanaga, peut-être que vous avez oublié l'interpellation de Monseigneur Atanga au régime. Monseigneur Atanga, lors de la messe de Requiem de Monseigneur Bala à la cathédrale de Yaoundé, va dire: que vous ont fait les prêtres? Que vous ont fait les prêtres? En fait, quand il fait cette interpellation, c'est au régime. Et vous voyez donc une église qui s'est rendue complice du régime, mais d'un régime marqué par deux vecteurs, la division et la corruption. Peut-être que vous ne l'avez pas observé, mais moi c'était l'occasion de bien montrer que l'église locale s'est fait complice d'un régime marqué par deux principaux vecteurs, la division et la corruption. Je ne voudrais pas vous citer d'autres événements qui vont maintenant ressurgir quand je vous aurai dit ça. Ou quand Monseigneur Cléde a dit une chose ici, ce sont ses propres pères qui le contredisent. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Quand Monseigneur Cléde prend une position par rapport à une question, ce sont ses propres pères qui le contredisent. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'élégance de construire une position commune. Qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs ouailles? Et c'est pour ça que je parle d'une église catholique locale très éloignée des principes christiques. Le principe cardinal, l'enseignement cardinal du Christ, de ce que moi je peux me souvenir, c'est l'amour du prochain. Est-ce que cette église fait vraiment preuve de l'amour du prochain? Je dis non, je l'observe, hein. Moi je ne suis pas un pratiquant, j'observe cette chose-là comme quelqu'un qui connaît bien cette église et qui l'observe de manière intelligente. Vous comprenez? De manière intelligente. Je vous ai dit, je me souviens d'une fois, lorsque j'avais 21 ans, je rentre, j'ai une tante qui était religieuse à Rome, qui est restée plus d'une trentaine d'années. Et quand j'ai 21 ans, je suis en train de rentrer du Canada et je veux aller rendre visite à ma tante. Et d'ailleurs, à cette occasion, elle me fera rencontrer le pape Paul VI. Et je rencontre un vieux jésuite, comme moi, je suis un ancien étudiant élève des jésuites, je rencontre un vieux jésuite et qui connaît et avec qui je discute. Et je vois mon caractère rebelle par rapport à l'église. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que je lisais beaucoup sur cette église. Et voilà ce vieux jésuite qui me dit: mon fils, si l'église est divine dans sa fondation, elle est humaine dans ses institutions. Et depuis ce temps, j'ai appris à relativiser beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce regard critique par rapport à un prélat dont on célébrait simplement
la vie, le modèle comme père, le modèle comme, n'est-ce pas, prêtre, et ainsi de suite, mais mettre en perspective, n'est-ce pas, quelque chose de plus profond que le cardinal Tumi aurait bien voulu faire dans les meilleures années de sa vie et qu'il n'a pas pu. Et quand je dis méfiez-vous, c'est-à-dire je le dis à l'endroit des autres prélats qui aujourd'hui, comme lui serait épris de justice, n'est-ce pas, pour le Cameroun, qui se méfie du festin avec le malin. C'est comme on dit, il peut vous corrompre. Il peut vous corrompre. Et ça, c'est important pour ceux qui, de prélats, aspirent à faire un changement. Comprendre que vous ne pouvez pas aller dans une affaire où les valeurs fondamentales sont complètement travesties et vous croyez que vous pouvez aller dîner avec des gens dont les valeurs sont plutôt travesties. L'Église est aujourd'hui traversée par des pratiques maléfiques chez nous, et je n'entrerai pas dans le détail, mais je pense que si on veut changer les choses, il faut les changer fondamentalement. Et je dis, comme dit la Bible, si le grain ne meurt, les gens savent, ils savent ce que je veux dire, alors si le grain ne meurt, et je souhaite donc que la mort du cardinal Tumi soit comme ce grain qui est morte, si le grain ne meurt, pour que l'Église puisse faire une mise à jour. D'accord, c'est ça, on dit aggiornamento, une mise à jour. Naturellement, sous l'éclairage d'un encyclique papal qui était De Populorum Progressio, du progrès des peuples. Parce que c'est ça qui nous importe, du progrès des peuples. Voilà pourquoi je fais ce message. Parce que sinon, le message des éloges est passé. Mais si on doit retenir quelque chose de la mort du cardinal Tumi et faire de sa mort l'occasion de réfléchir, de faire un aggiornamento, n'est-ce pas, au sein de cette église, pour qu'elle se transforme. Si j'ai dit ça, Monseigneur Cléda me comprendra aisément. Si je l'ai dit, Monseigneur Abraham Comé me comprendra. Tous ceux qui sont là ici me comprendront aisément. Et j'ai dit de placer ça sous le signe de l'encyclique papale de Populorum Progressio, du progrès des peuples, parce que c'est ça qui nous intéresse. Président, abordons la deuxième question de notre talk aujourd'hui. Elle est relative à la dette de l'État du Cameroun. Il y a une affaire qu'on va appeler l'affaire des nouveaux eurobonds. Vous dites dans un tweet que vous avez commis le 6 avril dernier la chose suivante. Au sujet du nouvel emprunt en eurobonds autorisé par le président de la République, le plus préoccupant, en plus des conditions onéreuses de ces émissions obligataires sur les marchés financiers, est le cycle infernal où s'engage le Cameroun de nouvelles dettes pour refinancer des anciennes, révélant par le fait même l'incapacité de ces crédits à créer de la richesse pour assurer leurs services. Sans surprise pourtant, dans une note de 2015 au président de la République, nous l'alertons sur le danger des dettes improductives qui constituent une hypothèque sur la vie des générations futures, car finançant des éléphants blancs et des projets de prestige, entre parenthèses, des stades par exemple, et non des infrastructures si cruellement manquantes comme l'énergie, eau potable, routes, hôpitaux, Internet, etc. Quoi qu'en dise le discours officiel, la situation du pays empirera au cours des prochaines années et avec elle son insolvabilité au vu de l'atonie de la croissance en perspective qui s'avère bien en deçà des prévisions officielles. Il serait criminel de nous dire « nous ne serons plus là ». C'est très fort comme chute, Président. Oui, ça va de soi. Si je suis dans une famille, chef de famille, et que je me mette à prendre des dettes qui vont devenir une hypothèque pour ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et que simplement je prenne cette attitude irresponsable, voire criminelle, de dire que de toute façon, moi je ne serai plus là. C'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, cette attitude, je dis, c'est insouciante, irresponsable, voire donc criminelle, de dire que de toute façon, moi je ne serai plus là. J'ai commis un mal qui affectera ma famille de génération en génération, mais tout ce que j'ai à dire, ma consolation, c'est que moi je ne serai plus là. Et je voudrais vous dire tout de suite, puisque vous citez cette note, que c'est quelque chose que j'ai dit au président. Vous avez la note, c'est pour ça que je sors ces notes. Je les sors
avec beaucoup plus de vigueur. Je vous les confie parce que ça aussi, c'est un legs que vous devez avoir. Quand je vous les donne, c'est un legs. Je regarde bien. J'étais son conseiller, je l'ai conseillé. Les gens qui disent des choses sur moi ne savent même pas de quoi ils parlent. Comprenez ce que je veux dire? Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Moi, je l'ai conseillé. Voilà ce que je lui disais. Avant que tous les autres problèmes ne se posent. On est là, je pense, en 2015. 2015. Donc, que je suis en train de lui dire le danger des dettes improductives. C'est-à-dire que les dettes que vous allez prendre, de surcroît à l'étranger, c'est en devise, qui ne seront pas investies, n'est-ce pas, de manière à créer de la richesse qui permettra d'assurer leur remboursement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fait des dettes qu'on appelle les dettes, vous vous souvenez du fameux plan d'urgence. On ne sait pas ce qu'est devenu le plan d'urgence. Si vous me donnez un projet qui a donc été fait dans le cadre du plan d'urgence et qui est rentable, on verra. Des dettes qui financent les tracteurs des Bolova. Vous savez où sont les tracteurs des Bolova aujourd'hui, c'est dans la Poussaille. Et il faudra quand même qu'on rembourse cette dette. Les dettes qui financent L'usine de manioc de Saméli Massan Manioc et qu'il faudra rembourser. Hydromaking, 15 MW depuis 2011. C'est-à-dire ça fait 10 ans pour faire 15 MW. Au début, c'était 25 milliards de francs CFA, qui était déjà excessif. Aujourd'hui, on est à plus de 100 milliards de francs CFA. On ne rend pas compte. C'est-à-dire plus de 4 fois au-dessus des standards de l'industrie. Si vous voulez regarder ça en termes de $1 million, $1 million par mégawatt comme standard de l'industrie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je le dis à M. Biya, je suis camerounais comme lui, je dois le conseiller. Je ne lui dois rien. Je vous répète, je ne lui dois rien du tout dans ma carrière. Rien. Je ne suis même pas fonctionnaire. Donc, quand on vient me chercher, je n'ai qu'une seule chose en tête, comme je vous dis. Ma vie a été toujours une préoccupation pour qu'est-ce qui peut nous faire avancer, qu'est-ce qui nous peut faire croître, nous développer, et ainsi de suite. Et donc, quand j'accepte de le faire, je n'ai que le Cameroun en tête. Et je n'ai que les compatriotes en tête. Si je vois des choses qui dévient de cette ligne, moi, ça me pose un problème de conscience. Important qui déterminera d'ailleurs ma décision par la suite. Comprenez? Et cette question de dette, en tant que financier, je sais que le plus grave, c'est quand vous rentrez dans un cercle, enfin je veux dire, dans un cercle vicieux que j'ai appelé infernal, où pour rembourser une dette, vous devez aller emprunter une autre. Quand vous allez regarder les montages financiers de ces dettes, vous allez vous rendre compte que chaque dette que vous prenez va vous coûter plus cher que la précédente, n'est-ce pas? Et vous entrez dans ce cycle. Qui vous dit que celle qu'on va prendre aujourd'hui pour rembourser la première, comment est-ce qu'on va la rembourser dans les années qui viennent? Ce d'autant qu'il n'y aura pas de croissance. Tout indique aujourd'hui qu'il n'y aura pas de croissance permettant de générer de la richesse pour rembourser cet endettement. La question de la dette que les autorités veulent souvent nous présenter en disant que oui, mais on est à 40%, c'est soutenable. Non, je vous ai déjà dit que dans un tweet que j'avais, dans une vidéo que j'avais fait avec Albert Michel Gillot, j'espère qu'il le relancera en public pour que les gens se comprennent que j'ai toujours dit que non, ce n'est pas une question de pourcentage du PIB. Vous pouvez être à 10% du PIB et n'être pas capable de rembourser une dette. Vous pouvez elle peut être à 5% du PIB et vous n'êtes pas capable de rembourser cette dette. J'ai répété que les Japonais étaient à 150-200% du PIB au niveau de leur endettement public, mais c'est un endettement qui est fait en yens, c'est-à-dire en leur monnaie, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ils peuvent jouer avec cela à l'intérieur. Et le plus extraordinaire, c'est que même en leur monnaie, le Japon ne s'endette pas pour aller faire des investissements de prestige. C'est des infrastructures productives, des infrastructures économiques pour améliorer les conditions de vie de leur population. Mais quand j'ai parlé des infrastructures, que ce soit l'eau potable, minimalement, les routes, le chemin de fer,
les hôpitaux, l'énergie. En quoi vous avez vu qu'un endettement ici au Cameroun a servi à améliorer cela? Vous prenez de l'argent pour aller construire des milliers de stades, mais à quoi ça va servir? C'est des dépenses de prestige pour la gloire de quelqu'un. En quoi ça va servir au niveau du développement des populations? Mais peut-être que la conscience, notre conscience collective n'est pas encore arrivée au niveau où on soit choqué par ce genre d'événement. Et c'est cela. Mais le problème, c'est que c'est nous qui allons rembourser cela. Mais comme il n'y aura plus de croissance, parce que tout le monde qu'il n'y aura pas de croissance, n'est-ce pas? Elle sera à tonne pour rembourser cette dette. On va encore partir sur le marché pour emprunter encore pour pouvoir rembourser. C'est ça qui devient grave. Il y a des taux prohibitifs. C'est-à-dire que chaque fois qu'on en prendra, ce sera plus cher. C'est-à-dire, celle qui nous a coûté 10%, celle d'aujourd'hui, si vous faites tous les calculs d'actualisation, vous allez voir qu'elle coûtera plus de 10%. Même si on vous annonce un taux nominal, peut-être de 6, 5 ou 5%, lorsqu'on fera les calculs détaillés, c'est-à-dire en y intégrant les commissions d'engagement, les commissions de gestion, et ainsi de suite, n'est-ce pas, il y aura un arrangeur qui vous pourra donner de l'argent, mais l'arrangeur ensuite, il va chercher à se faire garantir, et ensuite il va aller sur les marchés secondaires pour détailler, n'est-ce pas, l'emprunt obligataire et tout. Quand vous allez regarder tout ça, vous vous rendez compte qu'elle coûtera plus cher. Et ce sera comme ça, tout le temps. Ce sera comme ça tout le temps. Et il faut qu'il y ait des vigiles dans un pays pour attirer l'attention, n'est-ce pas, de l'attention des compatriotes en ce qui concerne cela. Comment sortir, Président, de ce cycle de dette-là? Vous ne pouvez pas, on ne peut pas sortir de ce cycle de dette si on ne s'adresse pas aux institutions. Parce que, en fait, aujourd'hui, vous vous rendez même compte que M. Biya ne passe même plus par le Parlement. Il ne passe même plus par le Parlement. Il engage la signature souveraine du Cameroun sans passer par le Parlement. Mais pourquoi? Parce qu'il a concentré tous les pouvoirs dans ses mains et il n'a même plus besoin de Parlement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, vous allez voir, en abordant l'autre sujet dont vous avez parlé au code électoral, vous allez voir que il y a un logiciel fondamental qui les gère. C'est ne même pas le mettre en cause, n'est-ce pas? La logique de ces institutions, qui est une logique de perpétuation de pouvoir, de concentration de pouvoir, qui fait que en fait, comment dirais-je, il n'a même plus besoin de consulter le Parlement ou le Sénat pour engager la signature souveraine du Cameroun. Et beaucoup de choses se passent comme ça. Vous comprenez? Voilà. Et je viens de vous répondre que pour arrêter ce cycle, il faut fondamentalement changer les institutions. Puis ce sont ces institutions qui lui permettent aujourd'hui de faire tout cela. C'est-à-dire que, en fait, à la limite, vous ne le voyez pas. Vous entendez que sur l'institution du chef de l'État, personne ne demande même plus où il est. Un président de la République qui est censé être présent, actif, qu'on le voit. L'autre jour, on m'a dit qu'il a reçu quelqu'un à qui il a dit qu'il était en train de lire Churchill. Mais moi, j'ai lu Churchill à 40 ans. Si c'est lui, il lit ça à 88 ans, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Et il lit Churchill à 88 ans. Moi, j'ai lu à 40 ans. Si vous lisez Churchill à 88 ans, c'est pour faire quoi de ça? C'est du bluff ou quoi? Mais comme on est avec des gens qui bluffent chaque jour de l'imposture et tout, ça ne m'étonnerait pas. On va lui demander, vous allez alors retenir quoi de Churchill? Non, écoutez, c'est vraiment, nous n'avons même plus de dignité. Nous n'avons plus de dignité. J'ai lu Churchill, j'avais à peine 40 ans. Comprenez ce que je veux dire? Mais soyons sérieux. D'abord, qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un ce que vous lisez? Ça vous concerne en quoi? Mais je vais dire ça concerne en quoi? Moi, ce que je lis là, ça concerne quelqu'un qui vient me voir. Vous êtes mon ami, vous pouvez me demander ça. Mais un visiteur, lui, le monsieur là, lui a dit ce que lui était en train de dire. Ah, du tout. Hein? C'est du n'importe quoi. Vraiment. Président, je voulais rester sur cette question de dette. Il y a quand même un fait qui est troublant.
la solvabilité du Cameroun aujourd'hui, l'insolvabilité du Cameroun aujourd'hui est criarde, elle est évidente, mais il y a quand même une relation assez trouble entre le Cameroun et le Fonds monétaire international qui apparemment cautionne tout ce qui est en train d'être fait, qui accompagne finalement le Cameroun dans ce cycle de dette-là. Mais vous avez raison. Peut-être je vous laisse terminer votre question. Ah non, Ok, vous avez raison. Vous savez, toujours dans CamerounLiberty.com, j'avais dit, parce que M. Biya se référait toujours au FMI, comme un enfant, c'est-à-dire qu'il dit que oui, le FMI nous a donné satisfaction. S'il savait au moins la raison d'être de ces institutions, c'est pour ça que j'avais dit, mais que le FMI n'est pas la boussole du président de la République. Le FMI ne devrait pas être la boussole du président de la République. Ce sont ses compatriotes qui doivent être sa boussole. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit être satisfait et rendre M. Biya content, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait, mais ce n'est pas le FMI, bonté divine. Ce sont les populations camerounaises, ce sont ses compatriotes. Vous comprenez? Tout à fait. Et il y a très longtemps que je l'ai dit. Bon, Dieu va encore sortir ce journal ou ce truc. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est de prendre des gens dont la raison d'être est de vendre de l'argent. C'est-à-dire que si le FMI essaie de vendre de l'argent aujourd'hui aux États, il n'existe plus. Il ferme. Bien sûr, il n'existe plus. Et vous comprenez donc, à un moment donné, s'établisse même une sorte de complicité avec les gens qui justifient ces endettements. Une sorte de complicité. Ils perdent même la capacité de les critiquer. Mais vous ne pouvez pas, connaissant un régime qui est un régime kleptocrate, n'est-ce pas, lui donner de l'argent et des mois après, aller commencer à faire des audits. Mais ce n'est pas possible. Vous donnez de l'argent à un voleur, vous savez bien qu'il va voler votre argent. Et c'est après que tu vas te dire, mais il a volé de l'argent, j'ai fait un audit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez un régime dont les institutions sont naturellement prédatrices. Je vous parle des institutions extractives, des institutions politiques, sont extractives. Vous lui donnez de l'argent. Et après, quand d'autres personnes, parce que nous avons signalé, vous souvenez-vous que c'est nous qui avons commencé par une pétition pour qu'on fasse l'audit du fonds. Des fonds, n'oubliez pas. Tout à fait. Mais c'est à ce moment-là que M. Biya aurait dû le faire. Mais il aurait dû sauter sur l'occasion pour le faire. Parce que ses compatriotes étaient en train de lui demander de faire l'audit des fonds Covid. On vous dit que maintenant, parce que le FMI le lui dit, il va le faire. Mais c'est des complices. Ce sont des complices. C'est comme si toi et moi on était dans un deal. On m'a déjà attrapé, je te téléphone pour te dire que gars, moi on m'a déjà attrapé ici, débrouille-toi là-bas. Tu comprends? Tout à fait. Faire un audit pour faire semblant de montrer que tu fais quand même quelque chose. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Tout à fait. Faire un audit pour faire semblant de montrer que tu fais quand même quelque chose. Et là, vous voyez même le fameux audit, il va ici, il va au ministère de la Justice, ensuite on dit qu'on l'amène à la présidence. Les gens qui, on devient juge et parti pour un audit qui aurait dû être un audit indépendant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mêmes gens qui sont censés être contrôlés, c'est eux qui deviennent les auditeurs. Les prescripteurs d'audit et les auditeurs. Et les auditeurs. Le FMI a quel moyen? Moi, je vous demande, le FMI a quel moyen? On va leur écrire ça. Ils ont quel moyen de contrôler? Quel moyen? Et comme je vous dis, c'est des complices. Et nous n'allons pas arrêter parce que ce sont des institutions qu'on connaît très bien. Ce sont des institutions dont on connaît bien le mode de fonctionnement pour avoir été leurs consultants. N'est-ce pas? Et ils ne vont pas nous avoir. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Nous sommes dans un monde où chacun défend ses intérêts. Aujourd'hui, vous voyez la Chine, vous prêtez de l'argent, sachant bien que vous ne pourrez pas rembourser ça. Après, quand ils vont saisir votre port et ainsi de suite, vous allez mettre les mains sur la tête. Et vous prêtez de l'argent parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas rembourser. Mais ils ont déjà fait leur calcul. Que, bon, comme vous ne pouvez pas rembourser, mais on saisit le port, on prend le port. Est-ce que c'est la première fois que la Chine est en train de le faire? Non, ils l'ont déjà fait dans d'autres pays. C'est aussi simple. Vous vous souviendrez du cas de la République démocratique du Congo. Quand la Chine a voulu signer avec Kabila,
une espèce de deal où elle faisait main basse sur les ressources minières, mais c'est toutes les institutions de Bretton Woods qui ont crié à l'eau sur le baudet, parce qu'ils se rendaient compte que la Chine était en train de faire main basse sur les ressources minières du Congo. Et vous avez bien vu comment ils ont fait corps uni pour bloquer cela. Parce que les pays ne réfléchissent qu'en fonction de leurs intérêts. Est-ce que nous réfléchissons suffisamment en fonction de nos intérêts? On vous donne l'argent, vous prenez. On vous donne l'argent, vous prenez. Mais vous ne savez pas la ficelle qui est attachée à cet argent. Et la ficelle là va vous coincer les pieds. Vous ne pourrez même pas marcher. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà la réalité de ce monde. Ce monde n'est pas fait pour les naïfs, il n'est pas fait pour les gens comme ça. Celui qui vous donne de l'argent, n'est-ce pas, il sait, il y a mis des conditionnalités. Et si vous ne respectez pas ces conditionnalités, il va vous avoir. Et je vous ai dit que pour moi, l'emprunt extérieur serait mon dernier recours. Parce que si je soutiens l'économie nationale, si je fais en sorte que chacun puisse produire, la croissance va être suffisamment forte. Les gens vont payer la TVA. Et j'aurai plus d'impôts que vous ne ramassez actuellement. L'économie du Cameroun peut ramasser facilement 3 fois le montant des recettes fiscales, 4 fois le montant des recettes fiscales que nous avons là. Le pays a cette capacité. Mais vous voyez que comme vous ne les soutenez pas, et c'est votre évocation de la crise aviaire qui m'amène à y penser, vous ne soutenez pas ceux qui produisent, vous soutenez les prédateurs, vous soutenez les blanchisseurs d'argent. Vous êtes donc dans une économie d'extraction, vous n'êtes pas dans une économie qui soutient les créateurs de richesses. C'est exactement ce que vous avez eu dans le cadre de la grippe aviaire. Et comme vous avez prévu ça dans votre question, j'attends qu'on y soit pour vous en donner le détail. Rebondissons justement sur cette question de crise de la filière avicole. Président, le poulet il se fait rare et cher sur des marchés. C'est, semble-t-il, un processus en perpétuel recommencement depuis la crise de la grippe aviaire qui a frappé de plein fouet cette filière en 2016, il me semble. Vous aviez, en tant que conseiller du président de la République, commis des notes avec des recommandations précises. 5 années plus tard, quel regard vous portez sur cette question? C'est les Camerounais doivent savoir. Les gens disent souvent le droit à la liberté, mais je pense que ce que nous faisons ici montre que le premier droit, c'est le droit à savoir. Je voudrais vous féliciter pour ça. Le premier droit, c'est le droit à savoir. C'est le droit à savoir. Vous voyez un ignorant qui va voter. Ok, vous lui donnez le droit d'électeur, mais il est ignorant. Vous voyez un ignorant qui va voter. Il n'a pas l'information, il ne sait pas, mais il va voter. Mais ça, on va le trimballer comme... je ne sais pas. Exactement. C'est pour ça que ce que vous faites comme travail, nous essayons de faire ici. Je dois vous féliciter. Parce qu'on cherche à informer. Merci. Et je rebondis sur cette question pour informer les Camerounais. La première note que je fais à M. Biya, c'est le 8 juin 2016, lorsque la grippe aviaire éclate. Je lui mets en perspective, je lui dis que en 2015, le secteur avicole représentait, selon l'Institut national des statistiques, une production nationale de 104 milliards de francs CFA pour une valeur ajoutée de 70 milliards. Comprenez? Tout à fait. Ce secteur faisait vivre quelques 50 000 éleveurs qui en tirent près de 70% de leurs revenus. On était en 2015. C'était pour lui dire que ce secteur qui est attaqué par la grippe aviaire, voici son impact sur l'économie du Cameroun, et de lui demander en même temps, n'est-ce pas, de mettre en place un plan de sauvetage. L'intitulé de la note, c'est d'ailleurs « Grippe aviaire, haute attention du chef de l'État, grippe aviaire, menace et sauvetage de la filière avicole ». Comprenez? Vous allez diffuser ça, vous allez diffuser la note, c'est très important. Et je rappelle à M. Biya que l'élevage, en tant que tel, fait vivre directement de nombreuses familles et constitue pour certains, n'est-ce pas, une activité d'appoint.
c'est-à-dire qu'on leur permet d'arrondir Les fins de mois. les fins de mois. Quand vous êtes face à ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites? Vous renforcez. Et l'élevage de volaille, c'est un élevage qui n'a pas de tabou religieux de par le monde. Et c'est un élevage à cycle court. Un élevage à cycle court. Donc, en réalité, si vous vous engagez dans l'élevage de poulet de chair, n'est-ce pas, 45 jours après, voire 2 mois, vous êtes en mesure de commencer à engranger des revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la première source de protéines animales dans tous les pays. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. Le poisson a supplanté tout cela, supplanté même la viande bovine. Parce que quand je faisais des études dans les années 83, la consommation par tête de viande bovine était de 14 kg. Aujourd'hui, elle a tombé peut-être à 7. Vous voyez ce que je veux dire? Ce fameux ministère qu'on a, on l'appelle comment? Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Une fois que j'ai pris ça, élevage, pêche et industrie animale, regardez ces 3 composantes-là. Les 3 sont dans un état moribond. C'est-à-dire l'élevage bovin, ainsi de suite. Au contraire, on est resté à de très faibles productivités, simplement parce qu'on continue à faire l'élevage artisanal. Archaïque. Archaïque. Pêche, elle a pratiquement disparu. Moi, dans les années 80, donc il y a pratiquement 41 ans, on importait moins de 5000 tonnes de poissons au Cameroun, parce que vous aviez beaucoup, c'est-à-dire l'industrie de pêche était une industrie vivante. Vous avez les crevettes, vous avez chalut de cam, cotonec, sapémar et ainsi de suite. Quand vous êtes un gouvernant, quand vous voyez une industrie de la pêche en train d'aller à volo, vous prenez des mesures pour que cela ne se fasse pas. C'est pas ce qu'ils font. Je ne veux même pas vous parler du chantier national, je veux parler de toutes les industries, on va perdre le temps. Restons dans ce dont on parle. Les industries animales, c'est-à-dire quand vous regardez la production de poussins, la production d'aliments de volaille, l'aliments de bétail, tout ça, ça va à volo. Maintenant, quand vous regardez l'amont de cette filière, la filière agricole, c'est-à-dire là où on devait faire des travaux de recherche et d'expérimentation, n'est-ce pas, pour valoriser les potentialités locales, c'est-à-dire de nos produits locaux, n'est-ce pas, que ce soit la faune, la flore, les ressources halieutiques, les ressources animales, pour mettre au point des intrants, que ce soit des intrants énergétiques ou des intrants protéiques pour l'élevage. Toute cette activité de recherche est inexistante. Vous voyez, c'était ça le rôle de ce ministère. Je vous ai parlé de l'aval, c'est-à-dire que la production de volaille, ainsi de suite, comment on appelle. Mais je suis en amont maintenant. Pour tout ce qui est potentialité, pour tout ce qui aurait pu être fait comme recherche. C'est à ce niveau-là qu'on devrait aller rechercher, à la limite, si vous voulez, une assistance technique. Mais une assistance technique, par exemple, améliorer le matériel génétique, développer du matériel génétique à partir de tout ce qu'on a ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on doit avoir la recherche qui fait vivre une industrie. Mais lorsque vous regardez les indicateurs de productivité, les indicateurs de performance, par exemple, la consommation de viande de volaille par habitant, vous voyez qu'elle est en train de décliner, ça n'a pas stagné. Je vous rappelle qu'elle doit être autour de 5 kg. Je vous rappelle qu'une population de 1,5 milliard au niveau de la Chine, ils sont à 10 kg par habitant. Consommation par habitant, 10 kg. Quand vous multipliez ça par 1,5 milliard, vous pouvez imaginer ce que ça représente. Mais la Chine était au bord de la famine en 1978, quand Deng Xiaoping a engagé, n'est-ce pas, les réformes. La Chine était au bord de la famine. Aujourd'hui, ils sont à pratiquement 10 kg par habitant de consommation, sur 1,5 milliard d'habitants. Vous voyez le progrès. Nous devions aujourd'hui être un exportateur net de produits agricoles. Œufs de table, viande de volaille et matériel génétique. C'est ça notre vocation aujourd'hui. Nous n'y sommes pas. Lorsque la crise aviaire éclate en 2016, où le complexe agricole de Bogbessi perd son cheptel parental de 35 000
n'est-ce pas, souche parentale, je dis à M. Biagini, fait de Donbouti, vous les voyez, de créer une commission pour la relance de ce secteur. Mais comme nous subissons tout, nous subissons le cours des choses, nous ne sommes pas anticipatifs. Ce qui est arrivé au secteur agricole, ce qui est arrivé ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Les nôtres sont là. Pourquoi on ne perd pas le temps? Ceux de nos followers qui veulent voir verront les nôtres. On n'est pas à l'âge de cacher ça. Nous sommes là pour informer la population. Nous allons les publier. Pour qu'ils comprennent qu'à un moment donné, ce n'est pas que le monsieur n'était pas au courant. C'est la nature même du leadership et des institutions que vous construisez qui deviennent bloquantes pour le développement. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. J'espère que comme on a un temps limité, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Non, nous promettons à nos followers et à nos viewers que nous publierons ces Voilà. notes avec des petits articles explicatifs sur les pages Agir. Oui, oui. Président, je voulais qu'on jette un coup d'œil sur la crise de la Covid-19. Nous sommes en plein dans la deuxième vague de cette pandémie au Cameroun. Elle est plus violente et tout porte à croire que les leçons n'ont pas été tirées de la première vague que nous avons connue l'année dernière. Il y a des milliards de francs qui ont été mis à disposition pour la cause et on assiste à un remue-ménage en ce moment qui est lié à une éventualité de poursuite judiciaire pour mauvaise utilisation des fonds. Qu'est-ce que tout ça peut inspirer finalement? Serge, d'abord, je voudrais dire à nos followers que ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Chacun de nous apprend chaque jour un membre de sa famille, un ami qui décède, n'est-ce pas, en raison de cela. Donc, il faut qu'il fasse extrêmement attention. Mais vous avez vu la négligence de ce gouvernement par rapport à cette affaire. Aujourd'hui, on parle de l'audit des fonds Covid. Là encore, vous oubliez que nous avons fait toute une pétition pour l'audit des fonds Covid. Pour cet audit, oui. Je viens de le répéter tout à l'heure. Oui. Voilà. Et vous, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Parce que je vous dis qu'il y a des choses que les gens font comme ça, chez nous, comme du cinéma. Oui, bon, le chef d'État est fâché, il a instruit, n'est-ce pas, un audit, les têtes vont tomber. Mais nous aussi, on est naïfs. Les têtes sont déjà tombées. Non, mais je vous pose la question, c'est qu'on n'est pas naïf. Et il y a même des gens qui sont instrumentalisés pour écrire ces choses-là. Il est fâché. Enfin, je ne comprends pas. Mais qui vient nous montrer qu'il est fâché? Qu'il le dise lui-même d'abord. Qu'il le dise lui-même d'abord. C'est ça le travail d'un chef. Qu'il le dise lui-même d'abord qu'il est fâché. On veut le voir. Pas des légats, des envoyés, des intermédiaires qui nous disent qu'il est fâché où? Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Soyons sérieux. Un chef d'État doit rendre compte de manière régulière et fréquente. Et vous voilà vous-même plongé dans l'affaire. Vous me dites qu'il y aura des sanctions. Vous les avez vu les sanctions. Vous faites quoi? Soyons vigilants sur cette affaire. Vous comprenez? Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous réponds là-dessus parce que moi, je vais être vigilant. Et avec vous, je voudrais qu'on soit vigilant. Je voudrais qu'on soit vigilant. Il y a une histoire qui commence, on dit que oui, ça va aller chez le ministre de la Justice. Après, maintenant, on dit que oui, il y a un task force qui est créé. Oui. On fait du bruit autour de ça. Et Manaouda vient dit que oui, tout est clair. Mais vous n'avez pas vu ici les marchés qui ont commencé par une société Medline où vous faites le calcul entre la soumission et le prix d'achat du matériel, c'est-à-dire des tests, et c'est du simple double. Vous avez bien vu ici que quand ils ont commencé leur histoire de Meditest pour contrôler les gens à l'aéroport, nous sommes sortis. Tout à fait. Pour dire que de quoi s'agit-il? Pour contrôler les gens, pour créer encore un autre marché, n'est-ce pas? Après, ils ont fait venir une société coréenne pour venir dire que oui, maintenant la société coréenne va faire quelque chose de manière informatique, alors que je vous disais à ce moment-là que les Camerounais ont les capacités de pouvoir le faire. On n'a pas besoin d'aller chercher, n'est-ce pas, des Coréens pour le faire. Vous avez toujours une espèce de nébuleuse. Quand on commence à leur demander des comptes, les gens sortent pour commencer à dire le chef d'État est fâché. Pourquoi il ne s'est pas fâché avant?
C'est maintenant qu'il devait se fâcher. Il devait se fâcher depuis. Mais comme nous n'avons pas cette conscience collective, ça rentre dans une nébuleuse. Nous-mêmes, avec nos problèmes quotidiens, on oublie, on se perd là-dedans, on nous jongle, on nous enfarine, on nous roule dans la farine, et finalement on oublie. Ça, on va suivre. Ça là, il faut qu'on suive. Et on voit jusqu'où ça va aller. Vous comprenez? Tout à fait, Et Président. on a des éléments pour ça. Président, nous allons aborder la question de la révision du code électoral. Il y a des leaders de partis d'opposition qui se sont réunis et qui ont ouvert un cycle de rencontres au fin de fédérer le plus grand nombre à l'effet de modification du fameux code électoral. Bon, cette initiative, disons-le, a suscité la réaction du régime, notamment à travers une sortie de Jacques Famendongo, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À ce propos, vous avez commis un post quand même, parce que rappelons que non seulement dans le temps, mais dans le contenu, cette sortie de Famendongo posait quand même un problème. Vous avez commis un tweet que je voudrais quand même relire. Vous dites dans ce tweet: certains officiels évoquant les lois et institutions actuelles comme cadre normatif de débat sur les questions sociétales, dont, entre autres, le code électoral, font preuve d'amnésie et de myopie historique inquiétante. À cet égard, il suffit de leur rappeler la chasse aux sorcières engagée contre Joseph Wirba, député, suite au débat qu'il voulut initier au Parlement sur la crise anglophone. Joe est aujourd'hui contraint à l'exil. Les mêmes oublient que des lois injustes et honteuses ont justifié les crimes les plus odieux de l'humanité. L'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation raciale aux États-Unis, le nazisme en Allemagne et l'esclavage de par le monde. Que la lutte contre ces crimes s'engagea hors les murs des enceintes qui les avaient autorisés, par des dynamiques de la société civile. Comment aurait-il pu en être autrement? La violence de leur méthode révèle à souhait qu'il s'agit d'une clique de conservateurs intégristes dont les manœuvres visent à museler la société, à étouffer la démocratie au détriment de la modernisation politique, condition indispensable pour le progrès économique et social de tous. Vous concluez votre tweet en disant: au-delà de nos affinités personnelles ou partisanes, c'est le même combat de tous pour la promotion de la civilisation contre la barbarie et déshumanisation de la société. Président, pouvez-vous vous exprimer déjà sur cette sortie de Jacques Famendongo et préciser votre vision sur cette question de la révision du code électoral? Vous savez, merci Serge, le problème du code électoral, j'ai déjà donné mon point de vue et je vais y revenir. Mais il y a des moments où il faut savoir être au-dessus de son point de vue et défendre quelque chose de général. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, président. Et où je chute en disant que, un peu comme je parlais pour le cardinal Toumi, faisons attention, parce qu'il s'agit d'une lutte entre des conservateurs féodaux et intégristes. C'est-à-dire que qui veulent, les conservateurs féodaux et intégristes, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la perpétuation d'un système. C'est ça leur définition. Que ce soit en Europe, que ce soit en Chine ou en Inde et tout. Lorsque les Mao Tse-tung sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les conservateurs féodaux, et c'était quoi? C'était les empereurs, les mandarins. Ils ont compris que c'est ce système qui a causé le retard de la Chine. Lisez Mao. Moi, je ne vais pas attendre 88 ans pour le dire. J'ai compris ce que je veux dire, lu dans tous les sens. Non, lui, c'était Churchill qui lisait, c'était pas Mao. Entre Churchill et Mao, qui est le plus important? D'après vous? C'est selon. Mais c'était des combattants, hein? Tout à fait. N'est-ce pas? Ok. Donc, Mao arrive, il s'attaque à quoi? Aux institutions. Aux institutions féodales. Parce qu'il comprend que le problème est un problème des institutions. Il faut les changer parce que ce sont ces institutions qui ont causé le retard de la Chine. En effet, au 19e siècle, la Chine est soumise par l'Occident. Mao tire les leçons de cela et il voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Occident du point de vue du développement technologique que la Chine n'a pas maîtrisé.
Moi, on commence même à dire qu'il faudra qu'on enseigne aussi les maths en Chine et ainsi de suite. Pas de simplement dire qu'on est le plus gros empire coutumier sur la terre. Comprenez? Et où, quand tu dois rencontrer l'empereur, l'ambassadeur Lord Macartney devait faire le rite du koto, c'est-à-dire faire une révérence en se mettant à genoux, et l'ambassadeur Lord Macartney, britannique, anglais, a refusé de le faire. Et ils ont conquis la Chine. La Chine a été humiliée au XIXe siècle, occupée par les Britanniques, les Allemands, les Hollandais, même les puissances, même la Belgique, tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et ils sont sortis de là quand Mao arrive en 1949. Ils ne veulent plus de ces institutions qui maintiennent la féodalité, l'empereur, les mandats et ainsi de suite, parce que c'est la cause de leur retard. Quand le Nehru arrive en Inde, les institutions qu'il trouve là-bas, c'est quoi? C'est les Maharajas, c'est les Rajas et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se débarrassent, ils changent ces institutions pour créer une vraie république, c'est-à-dire la modernité. Vous comprenez? Ils se débarrassent des institutions pour vous donner l'importance des institutions. Quand les bolcheviks font la révolution d'octobre 1917 en Russie, ils font quoi? Ils se débarrassent des institutions tsaristes. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Pour créer une république. Je ne parle pas encore du code électoral. On se débarrasse des institutions. Parce que ce sont ces institutions, c'est cette architecture institutionnelle qui est la cause de nos problèmes. Où vous célébrez un individu comme s'il était Dieu sur terre, où j'ai appelé surtout l'homme Dieu qui n'est pas Dieu. Parce qu'on voulait reproduire au Cameroun ce type d'institution féodale. Et vous tombez dans le piège de la création d'institutions féodales en plein 20e et 21e siècle. Alors que toutes les révolutions visant la modernité se débarrassaient de ces institutions. Vous ne savez pas que l'Italie avait des rois. L'Italie, pour faire sa révolution, se débarrasse de ses rois. Je ne vous parle pas de la France, qui est partie très loin, carrément décapiter le roi, pour changer les institutions. Pas tout le temps des institutions de la 3e République, des institutions de la 4e République, les institutions de la 5e République. Il y a quelque part une hiérarchie des institutions quand on veut le changement. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a une hiérarchie, n'est-ce pas, de combat quand on veut le changement. Une fois que cela est dit, lorsque les gens se réunissent pour discuter d'une question sociétale, dans une société où les gens vous disent qu'ils ont apporté la démocratie, où ils vous disent qu'ils ont apporté la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, mais qu'on vient interdire une réunion d'expression, de concertation. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais c'est un souci. C'est mon souci. Et que Fameux Dongo vient, Jacques, il vient dire qu'il y a un cadre normatif de débat qui a été créé par qui? Par un féodal. N'est-ce pas? Par un féodal. Il dit oui, l'Assemblée, et ainsi de suite. Et il ajoute même Dixit Paul Biya. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il dit, ne vous battez pas, débattez. Les gens étaient en train de débattre. Il n'a pas trouvé qu'il y avait une bagarre dans la salle. Tout à fait, tout à fait. N'est-ce pas? Les gens étaient en train de débattre. Et il ose venir mettre avant ça, parlant de Paul Biya, ne vous battez pas, débattez. Le préfet a trouvé que les gens étaient en train de se battre dans la salle. Non, du tout. Non, du tout, débattez. Et il vous donne dans le cadre normatif. C'est pour ça que j'ai voulu le rappeler que, mais attendez, voyez la contradiction de vos propos. Lorsque Joseph Wilba a voulu initier le débat dans ce cadre normatif au Parlement, c'est une question aussi grave. C'est une question aussi grave que la crise anglophone. On a jeté un anathème sur lui. Vous voyez, il a été proscrit, pourchassé, chasse aux sorcières, jusqu'à ce qu'il sorte du Cameroun et il se retrouve en exil. C'est la première contradiction. La deuxième contradiction
pour ceux qui prétendent être éclairés, c'est que l'histoire nous montre que les lois les plus injustes et les plus scélérates, c'est-à-dire les plus honteuses, ont justifié les crimes les plus odieux de l'humanité. L'apartheid était une loi. L'esclavage était une loi. Le nazisme était une loi. N'est-ce pas? La ségrégation raciale aux États-Unis était une loi. Les Martin Luther King sont en train de se battre pour avoir des droits civiques. C'est-à-dire les droits civiques, c'est-à-dire les droits en tant que citoyen. Que les parlements américains de cette époque ne leur reconnaissaient pas. C'est-à-dire qu'en tant que noirs, ils ne pouvaient ni voter, ils ne pouvaient ni élire, ni être élus. Ils n'avaient pas les mêmes droits. Vous demandez à ces gens-là d'aller au Parlement. Parce que c'est le cadre normatif. Parce que c'est le cadre normatif. Mais le Parlement qui ne leur reconnaît même pas le statut de citoyen. Je ne sais pas si vous voyez l'incongruité, n'est-ce pas, du cadre normatif. C'est-à-dire que fondamentalement, vous n'êtes pas démocrate. Fondamentalement, vous n'êtes même pas humain. Parce que vous ne reconnaissez même pas aux autres le statut d'humain. N'est-ce pas? Le statut de citoyen. Vous comprenez que c'est pour ça que les Martin Luther, vous apprenez qu'ils font leur lutte avec les Malcolm X, Michael et tout ça, ils font leur lutte en dehors, c'est-à-dire dans la rue. Ok? Mandela, n'oubliez pas qu'il était un avocat. Très bien placé pour se dire que si je passe par le processus judiciaire, n'est-ce pas, et ainsi de suite, et tout cela, ça va marcher. Mais il savait bien que ça ne donnera rien. Comprenez? Ça ne donnera rien, et il fallait passer par un processus politique. Nous-mêmes, lorsqu'on est arrêtés, je me souviens, quand Maître Sylvain Swap et ses collaborateurs viennent me voir, paix à son âme, j'ai dit à Sylvain, Maurice est là, et les autres, et il le sait. Je dis à Sylvain, cette lutte, on ne nous a pas arrêtés parce qu'on a commis une faute. Ce sont des arrestations arbitraires. Nous ne nous en sortirons pas par le processus judiciaire. Mais vous ne pouvez pas obtenir le droit d'un état de non-droit. Vous ne pouvez pas obtenir la justice dans un état de non-droit. Donc c'est un processus politique. C'est comme ça que nous avons commencé à écrire partout au monde. Partout au monde. Pour que le monde entier nous voie. Parce que M. Biya avait organisé son pouvoir en utilisant notre argent, en payant des milliards de lobbyistes, de cabinets de médias, et ainsi de suite, pour que, n'est-ce pas, pour blanchir son image, whitewashing his image, présenter le Cameroun comme un paradis, et c'est ce que les gens ont fait. Et c'est ce que les gens ne parlaient pas du Cameroun. C'est nous qui commençons à faire en sorte qu'il y ait le regard du Cameroun sur nous. Et quand vous voyez les notes, la première que je fais, après je fais mes notes, je montre à Maurice, regarde, on dit on est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Voilà le fondement. Les petits là qui parlent sont des petits. Voilà le fondement, je regarde, je dis, regarde, voilà ce que le monsieur là a fait. Voilà sa stratégie. Il a voulu faire le blackout sur le Cameroun. Et on entreprend de dire que il faut exposer le Cameroun. Il faut exposer le Cameroun. Il faut exposer le Cameroun parce que voilà ce qu'il a fait comme lutte. Voilà le fondement de la lutte du Cameroun. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà le fondement de la lutte du Cameroun. Et donc, je voudrais vous dire, pour vous rappeler quelques exemples. Si à Idio, on lui avait demandé, lui sachant qu'il veut avoir quelqu'un, qu'il veut désigner quelqu'un que lui peut contrôler. D'ailleurs, lui-même le dit. Quand la crise éclate, il dit, je le croyais faible, mais pas fourbe. Donc, en fait, dans sa tête, il voulait un faible. Pour pouvoir le contrôler. Pour pouvoir le contrôler. Si on lui avait dit, voilà son algorithme de base, chaque institution que vous voyez a son algorithme de base. L'algorithme de base de ceci, dès le départ de Biya, c'est un pouvoir totalitaire. Si vous ne le comprenez pas, c'est que vous n'avez rien compris. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les jeux cosmétiques. Tant que vous ne touchez pas
à la pierre angulaire de son architecture, qui est en fait un régime totalitaire, vous ne lui avez rien fait. Et dès que vous touchez à ça, vous touchez aux institutions, vous touchez au fondement des institutions. C'est pour ça que je vous demande, si Aïdjo ne pouvait même pas penser à une élection, lui voulant choisir son gars, il ne pouvait pas faire l'élection. L'élection ne représentait pas quelque chose de... Lui voulait la perpétuation de ses institutions. Vous comprenez? Et si vous compreniez à ce moment-là que c'est au fond le talon d'Achille, c'est-à-dire son point de faiblesse, c'est les institutions. Vous l'attaquez par les institutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous l'attaquez par les institutions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il s'agit. La preuve, c'est que tous ceux qui sont venus lui dire que c'est pas lui, machin et tout, c'était ses amis, il les a chassés. Ils ont envoyé paître, hein? Oui, des partis politiques, ainsi de suite, et ainsi de suite. Il a laissé Germaine probablement parce que c'était sa femme et tout. Tu comprends? Voilà, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe avec le JICAM? Quand le livre blanc du JICAM, je vous montre ça pour voir comment nous sommes cohérents dans nos positions. Quand le livre blanc du JICAM sort avec les réformes, qu'est-ce que je dis au JICAM? Je dis que les réformes économiques que vous proposez, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas proposer des réformes économiques à des institutions politiques qui les considèrent comme des menaces. Parce qu'elles ne vont pas les mettre en œuvre. Parce que ce sont des menaces. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Le code électoral, s'il est modifié, il est considéré par ces gens comme une menace à la perpétuation de ces institutions et de leurs privilèges. On dit en langage probabiliste, c'est un scénario possible. Vous pouvez y penser, vous pouvez le considérer. L'esprit peut faire beaucoup de choses. Mais sa probabilité est extrêmement faible. La probabilité que les gens acceptent une modification du code électoral qui deviendrait une menace pour leurs institutions. Le FMI a essayé, ils sont devenus des complices. Pourquoi? Tous ceux qui ont fait des études et des recherches, Why Nations Fair, prix Nobel d'économie, Joe Stiglitz et tout ça, ont dit que before any economic reform, there should be political reforms. Yeah. Avant toute réforme économique, il faudra qu'il y ait des réformes politiques. Parce que tout le monde, au bout d'un certain temps d'expérience, ont compris que, en fait, si vous ne réformez pas les institutions politiques pour en faire des institutions véritablement démocratiques, vous ne pourrez pas faire les réformes économiques. Parce que ces institutions politiques et les tenants de ces institutions politiques considèrent ces réformes économiques comme une menace. C'est un peu comme ça qu'ils regardent, n'est-ce pas, la modification du code électoral. Du reste, vous avez les démocrates. Les démocrates séquestrent les gens. Les démocrates séquestrent les gens. Séquestrent 2 mois, 3 mois, mettent les gens en prison, et ainsi de suite. Parce que, en fait, la nature, l'algorithme de base, n'est pas un algorithme de démocratie, c'est un algorithme d'autocratie, de totalitarisme. C'est pour ça que rien ne pourra marcher. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Si vous avez d'autres idées là-dessus, vous pouvez les poser, mais voilà, en gros, c'est un peu comme le gars qui vous dit le Cameroun est un état de droit, alors que fondamentalement, il n'a aucune culture de droit. En fait, il vous dit c'est un état de droit, mais après, il arrête les gens de manière arbitraire et fantaisiste, il les arrête, il les détient, donc il ne respecte pas du tout le droit. Mais vous devez plutôt regarder entre ce qu'il dit, lisez ce qu'il y a dans son cerveau. Si vous lisez ce qu'il y a dans son cerveau, si vous êtes à même de lire par un ensemble de ces actes, ce qu'il y a dans son cerveau, vous allez comprendre qu'il ne veut même pas de cet état de droit. La lutte sera où? La lutte sera qu'il faut que les institutions sentent qu'il y a un état de droit. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette question. Et je préfère vous dire qu'à certains moments, vous voyez, le FMI et le Cameroun, ça devient comme des complices, parce que chacun se tient, parce qu'il faut que ça tienne bien. Alors notre lutte devient où? Notre lutte devient de ne pas être naïf. Ils ont dit qu'ils font audit du fonds Covid. Parce qu'eux-mêmes veulent sauver les postes. Quelqu'un est certainement en train de les interpeller quelque part à Washington par rapport à cela. Vous comprenez? Et voilà la situation. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Ben, Président, je regarde l'horloge. Nous avons fait
fait 1h15 déjà. Mais le temps passe très vite. Ça va, merci. Je vous remercie une fois de plus pour votre patience, pour la dispensation que vous faites. À tous nos followers et à tous nos viewers, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Nous vous souhaitons à tous une excellente fin de week-end et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. Je remercie les followers. On continue le combat. À l'OTA continue. À l'État continue.